Bonjour et bienvenue pour ce quatrième QQTF, donc de son nom complet, le Qu'est-ce que tu fabriques, qui est un format qui a lieu tous les derniers mardis du mois, proposé par la Casemate, diffusé en ligne. Donc le but, c'est de parler un peu des pratiques autour des Fab Labs et du numérique de manière générale. Ce qui va se passer, c'est que c'est un événement qui va être diffusé sur YouTube. Donc si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, je vous invite à couper vos caméras dès maintenant. Je vais poser des questions à mes deux invités, Alban et Damien, que vous allez voir incessamment sous peu, qui vont répondre. Et en fait, on va parler de la fabrication verte, comment fabriquer autrement. Donc, on va parler de biomatériaux, de réemploi et généralement de revalorisation dans les espaces de fabrication. Je vais inviter Alban ou Damien, comme vous voulez, l'un ou l'autre, à vous présenter. Je vous laisse choisir. On fait dans l'ordre alphabétique. Allez, Alban d'abord. Donc Alban Provenat, donc du coup designer, et je viens juste de rejoindre l'équipe de la machinerie, donc le tout jeune Fab Lab qui est né à la Villeneuve. Voilà, je vais peut-être pas aller plus loin, on pourra en parler un peu plus tard. À toi, Damien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Damien Bouévin. Je suis le coordinateur de l'association Nemeton. On fait de la médiation dans le domaine du vivant et on ouvre un biolab, un laboratoire de biologie associatif à Grenoble. Donc, on va commencer pour les questions. Donc, Alban, toi, tu travailles dans le Fab Lab donc, de la machinerie qui fait partie du tiers-lieu de la régie de quartier de Villeneuve, village olympique. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lieu? Qu'est-ce qui se passe, les projets, ton travail là-bas? Okay, alors je vais commencer déjà par recontextualiser un peu, parler de la régie de quartier de Villeneuve. Donc, c'est une association loi 1901 et une entreprise d'insertion créée en 1989, je crois. Historiquement créé pour gérer les déchets dans le quartier, les encombrants, faire des petites réparations, répondre aux besoins des habitants au quotidien. Et ce projet, du coup, a été lancé, donc la machinerie, projet lancé il y a 3 ans, porté par la régie de quartier, dans le but de créer du coup, ce tiers-lieu, la machinerie, qui est composé d'une boutique d'objets de seconde vie, le pêle-mêle, qui était déjà présent avant, en plus dans le quartier de la Villeneuve, un café, un espace de convivialité où les personnes peuvent se rencontrer, voilà, échanger, partager des savoirs, et le Fab Lab, espace de fabrication partagée, avec un espace de coworking, enfin, un espace aux multiples usages où on propose des ateliers, des formations, l'utilisation libre de l'espace pour réaliser ces projets, et voilà, beaucoup d'activités différentes qui vont être accueillies dans ce lieu. Ok, ça marche, super, merci beaucoup Alban. On va passer du coup à Damien, si tu peux nous présenter donc Nemeton, ses projets, le moteur de sa création également. Ça pourrait être super. Ouais. L'association Nemeton, c'est une association qui a été créée en 2018. C'est une association de médiation culturelle scientifique dans le domaine de la biologie, des biotechnologies et de l'environnement, et qui a depuis le départ une volonté de s'adresser peut-être plus particulièrement, mais pas forcément exclusivement, aux jeunes. Ça va de pré-ado jusqu'à étudiants, grosso modo. Du coup, on fait des animations, des ateliers où on fait fabriquer des microscopes à des jeunes. Et surtout, en fait, on ouvre un laboratoire de biologie associatif, un biolab. Là, c'est plus pour les adultes, plus pour les étudiants. Au sein de ce biolab, on accueille des projets collectifs qu'on fait vraiment en tant que structure. On va par exemple bientôt se mettre à faire de la bière avec des levures sauvages qu'on va capturer dans un parc de la ville. Et on fait aussi de l'accompagnement de projets professionnels. On accompagne une champignonnière urbaine qui s'appelle Champiloupe et qui veut faire notamment des emballages en biomatériaux, en mycélium. Ok, merci beaucoup. Donc de beaux projets en perspective pour tous les deux. On va parler et s'axer un peu plus sur l'emploi pour l'instant. On parlera des biomatériaux un petit peu plus tard, Damien. Et du coup, je vais m'adresser à toi, Alban. Donc, travaille dans un Fab Lab. Vous avez des machines numériques. Et moi, je me posais une question. C'est est-ce que sur ces machines numériques, par exemple des coupeuses laser, CNC, je crois que vous n'avez pas de CNC, mais
quelles sont les contraintes pour l'utilisation de matériaux de réemploi? Est-ce que parfois vous vous confrontez à des problèmes pour X ou Y raison que je ne connais pas encore? Alors, sur l'utilisation des machines numériques, c'est vrai que, notamment dans la découpe laser, il faut connaître le matériau, il faut connaître de manière la plus précise possible ce qui compose le matériau, parce que c'est vrai que quand on va découper ce matériau, il peut y avoir des dégagements de vapeurs toxiques. Il faut savoir ce qu'on met dedans pour aussi que la machine puisse durer le plus longtemps possible, éviter de l'encrasser. Par contre, la particularité du réemploi des matériaux, c'est que ça met aussi en avant beaucoup le travail artisanal, c'est-à-dire l'utilisation d'outillages électroportatifs, outillage à main, et ça replace vraiment aussi l'humain au centre de la création. Voilà, donc on n'est pas non plus uniquement axé sur le numérique, parce que justement, pour pouvoir réutiliser des matériaux, il faut aussi diversifier les pratiques. Voilà. Ok, ça marche. Et tu as l'air de bien t'y connaître en réemploi, de ce que je sais et de ce que tu me dis là. Et du coup, on va maintenant voir les choses à une échelle un peu plus large. Mais quels sont selon toi les intérêts du réemploi, que ce soit à échelle locale ou même d'ailleurs à plus grande échelle? Quels sont les intérêts, d'où ça vient et pourquoi en fait c'est bien de faire du réemploi? Alors, le réemploi des matériaux, déjà, je vais un petit peu préciser le terme, parce que ça parle déjà pas à beaucoup de personnes. Souvent, les personnes, quand on dit réutiliser un matériau, les personnes vont employer le terme recyclage. Le recyclage, pour tout le monde, ça englobe tout ce qui va être réutiliser de la matière. Alors que la matière est sans prendre en compte sa structure, en fait, sa forme. Le réemploi, ça permet de conserver la structure et la matière. Alors qu'avec le recyclage, on va détruire la matière pour la recomposer. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant? Déjà, le réemploi, il vient du local, il vient vraiment de l'esprit DIY, des personnes qui avaient besoin de répondre à leurs besoins matériels et du coup, à faire avec ce qu'on a sous la main. Donc, ça vient vraiment du bon sens et par souci d'économie. Aujourd'hui, le réemploi, ce qu'on essaye de faire en tout cas, c'est de sensibiliser à cette pratique et de faire voir qu'en fait, à tous les stades de dégradation d'un matériau, c'est structure et matière, on essaie de faire voir qu'on peut remettre en œuvre ce matériau, renouveler son potentiel, et que ce soit une bouteille en verre telle qu'elle, jusqu'à la poussière de bouteille en verre. Donc, dans tous les stades de transformation de cette matière au cours de son cycle de vie, on peut trouver des manières créatives de la remettre en œuvre par le réemploi. Donc, même sous le terme réemploi, on pourrait recatégoriser sous différents noms. Donc, réutilisation, refonctionnalisation, il y a plein de stades différents en fait. C'est ça que j'essaie de transmettre à la machinerie. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Donc toi, tu es plutôt sur le réemploi. Donc comment, on va dire, trouver des solutions pour en fait revaloriser des matériaux qui sont déjà existants? Et à l'inverse, Damien, tu as de nombreux projets à Nemeton, mais tu es plutôt axé, ou en tout cas, il y a un de tes axes qui est sur les biomatériaux. Donc comment trouver des solutions en amont pour finalement plus avoir besoin de réutiliser presque les matériaux qui soient complètement biodégradables, donc des matériaux biosourcés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? En fait, les deux sont intimement liés. Déjà, du coup, pour situer, au sein de Nemeton, l'un de ces projets collectifs, il va consister à faire tout plein de recettes de biomatériaux pour en faire une exposition. Et toutes ces recettes-là, on va les récupérer sur une plateforme qui s'appelle Materium. Materium, c'est une plateforme qui a été créée en 2018 et qui recense des dizaines et des dizaines de recettes de biomatériaux. Eux, vraiment, leur leitmotiv, c'était de réussir à faire des matériaux à partir de déchets d'autres filières. Et au final, ça, c'est un truc assez important, ne pas avoir à créer de la ressource organique juste pour faire des matériaux, mais plutôt utiliser des déchets secondaires d'autres filières, des coquilles d'œufs, du marc de café, des épluchures, des choses dans ce genre, pour obtenir du coup, de fait, des matériaux très biodégradables, voire complètement compostables, vraiment limite dans une logique de peau de banane ou d'épluchure de légumes.
D'accord. Et du coup, tu penses que les matériaux qui sont proposés sur la plateforme materium.org peuvent être peuvent remplacer les matériaux qui sont utilisés actuellement, les matériaux, je pense plutôt aux matériaux plastiques, et dans quelle mesure, quelles applications ça peut remplacer les matériaux existants en fait? Ils seront surtout intéressants partout où il y a une logique de jetable, en fait. Quelque part, on peut se demander pourquoi, dès le départ, pour fabriquer des produits dont la destination finale, c'était d'être jeté, on a utilisé des plastiques et des polymères qui sont pourtant ultra résistants, qui ont tout plein de propriétés mécaniques et tout très intéressantes, mais qui ne sont pas du tout biodégradables. Du coup, tous ces nouveaux matériaux, ils vont être intéressants surtout pour explorer des voies en termes de design, pour tout ce qui est emballage, choses destinées à être jetées, choses qui peuvent potentiellement finir dans la nature sur un malentendu. C'est surtout là où c'est intéressant. Ok, ça marche. Et est-ce que, du coup, là, actuellement, tu as des exemples concrets d'utilisation de matériaux de cette plateforme dans différents domaines, hein, n'importe lequel? Alors, on peut retrouver des essais de paquets de chips en cellulose bactérienne. La cellulose bactérienne, c'est très classique. Par exemple, quand on fabrique du vinaigre, ce qu'on appelle la mère du vinaigre, qui est une espèce de gros disque un peu mou et violet, auquel on va donner du vin rouge et qui génère avec ça du vinaigre de vin. Et ben, cette espèce de gros disque mou, c'est de la cellulose bactérienne, en fait. Une cellulose de très très bonne qualité avec laquelle, potentiellement, on pourrait faire des emballages biodégradables de type sachet et choses dans ce genre. De manière plus exotique, on a des essais de drones faits en mycélium, la partie racinaire des champignons. Ok, ça marche. Bah, ça fait déjà des belles applications quand même. Si déjà ça peut être mis en place, c'est plutôt cool. Et moi, j'avais une question aussi quand même à propos des biomatériaux parce que donc on sait qu'il y a des biomatériaux, c'est ce que tu disais, tu as abordé le sujet tout à l'heure, qui favorisent la culture intensive, l'utilisation de pesticides. Je pense notamment à un plastique qu'on utilise notamment ici au Fab Lab, qui est certes un biomatériau, mais qui est loin d'être compostable. Et en fait, comment du coup tu peux t'assurer qu'un biomatériau aura forcément un meilleur bilan? Quels sont les critères en fait qui peuvent t'amener à te dire qu'un matériau a forcément un meilleur bilan environnemental qu'un autre qui peut se dire biomatériau, quoi? De mon opinion, les différents points vraiment auxquels il faut faire attention, c'est justement cette idée qu'il devrait plutôt être fait avec des déchets organiques d'autres filières plutôt qu'avec des choses produites spécifiquement pour ça. Et du coup, je pense à ce fameux plastique pour imprimante 3D qui d'une déjà est pas complètement biodégradable, mais en plus en fait est fait à partir de maïs qui a été cultivé spécialement dans ce but-là. C'est pas un produit secondaire d'une autre industrie. C'est vraiment, on a fait pousser du maïs dans la seule finalité de faire du plastique avec. Du coup, ça pose des questions en termes de part prise sur du maïs qui pourrait servir à l'alimentation plutôt qu'à faire du plastique. Donc ça, c'est déjà un point d'attention. Pareil, pas devoir utiliser des choses qui viennent de très loin, utiliser des épluchures d'un légume ou du marc de café, c'est bien. Si jamais ce marc de café, pour des raisons de coût, on le fait venir de Chine, ça perd tout de suite de son intérêt. Donc, il y a aussi une notion de local et de ne pas faire venir des ressources de l'autre bout du monde pour faire du plastique qui sera utilisé ici. Et puis enfin, le dernier truc, c'est s'assurer que la biodégradabilité est totale, dans le sens que ça rentre vraiment dans le cycle du carbone et qu'à la fin, notre matériau, il va être mangé par des bactéries, par des insectes, par des plantes, et que ce n'est pas un déchet final dont aucune autre forme de vie va faire quoi que ce soit et qui du coup sort du cycle du carbone. D'accord, merci. Là, j'ai une question qui me vient en tête maintenant, mais est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez simple
comment ça fonctionne en fait cette biodégradation du coup. Est-ce que tu sais un peu comment ça fonctionne? C'est des micro-organismes qui mangent le matériau? Comment Ouais. ça se passe un peu? Bah, souvent, les premiers qui vont arriver sur place, c'est des micro-organismes qui vont manger une partie de ce qui est disponible et qui vont surtout, à l'aide d'enzymes, couper tout ce qui est très longue chaîne de polymères comme la cellulose ou la lignine en plus petits morceaux qui en fait les rendent du coup accessibles à leur tour à de nouvelles bactéries, à des insectes, à des champignons qui eux aussi vont continuer ce travail en fait de morcellement en plus petits morceaux. Ces plus petits morceaux, ils n'intéressent pas l'organisme qui l'a fait au-dessus, mais par contre, ils peuvent être récupérés par d'autres et ainsi de suite et ainsi de suite. À chaque fois, les nouveaux déchets de la consommation de tel organisme vivant deviennent les ressources pour tel autre organisme vivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, bah, en fait, tout ce carbone est retourné dans d'autres organismes vivants. C'est celui avec lesquels certaines plantes vont faire leur paroi cellulaire, certains organismes vont fabriquer leur squelette, leurs muscles, leur peau. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le cycle du carbone. Ces molécules-là refinissent dans d'autres êtres vivants. Ok, ça marche. Donc le cycle en fait continue et peut continuer en soi comme ça à l'infini si les choses sont bien faites, quoi. Ah bah, ça fait 4 milliards d'années qui tournent de cette façon et ça fait que quelques dizaines d'années qu'on s'est mis à faire des produits carbonés finaux qui ne sont pas réintégrés dans d'autres organismes à la fin de leur vie d'utilisation. Ok, parce que c'est un processus qui met combien de temps, cette biodégradation? Ça peut être très rapide selon le Ouais. matériau, ça peut aller de quelques jours à quelques mois selon le matériau, les conditions d'environnement, la température et tout et tout. Et si vraiment c'est enfoui très vite, eh ben, du coup ça change, ça va devenir du gaz, ça va devenir du pétrole. Sur un malentendu, sur beaucoup de temps, ça va peut-être former du diamant, qui sait. Ok. Voilà. Là, pour le coup, le diamant, c'est le seul déchet final naturel qu'aucun autre organisme ne réingérera. D'accord, ok. Ça marche, bon, c'est pas si grave finalement. Oui, Ça va, c'est du diamant. nous, on fait des trucs moins sexy que du diamant. Comme. Des mégots de cigarettes, des sacs plastiques. Ouais, on en a beaucoup des exemples. Ok, ça marche. Bah, merci pour toutes ces informations. Et c'est vrai qu'Alban, du coup, bon, on bascule un peu à droite à gauche, mais on va rebasculer sur le réemploi. Mais c'est vrai que je t'ai demandé quels pour toi étaient les enjeux du réemploi, mais je ne t'ai pas demandé qu'est-ce que toi, tu avais fait dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu as créé déjà? Alors, dans toute création, grosso modo, j'essaye de parer le processus industriel classique qui existe. Là, dans le cadre de la machinerie, par exemple, donc il y a une micro-filière de réemploi qui peut exister. En fait, la machinerie a été créée, entre autres, pour gérer les déchets. Du coup, c'est 2 bennes d'encombrants par jour, uniquement dans le quartier Villeneuve, village olympique. Du coup, il y a vraiment un enjeu à traiter ces déchets en localité et les transformer, les utiliser pour répondre aux besoins matériels des habitants. Donc, par souci d'économie, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on prend de plus en plus en compte, on va dire, le système du cycle de vie d'un objet, de sa création, l'extraction des matières jusqu'à son recyclage. Du coup, voilà, c'est ce que j'essaie d'appliquer dans tous les projets. Aujourd'hui, donc, je suis à la machinerie depuis pas très longtemps, mais on a déjà fait un premier projet. C'était avec un menuisier qui a créé un banc, qui a fabriqué un banc de manière traditionnelle, on va dire, avec des habitants et habitantes du quartier pour transmettre aussi les savoir-faire artisanaux. Et nous, à l'opposé, on a créé un banc aussi, mais avec des matériaux trouvés en localité. Donc, sans aller dans les scieries. On se rend compte d'ailleurs que là, avec la crise du Covid, on a beaucoup plus de mal à s'approvisionner en bois. On se rend compte aussi que le bois ne vient pas forcément que de France. Et du coup, le but, c'était d'utiliser que des matériaux trouvés dans un rayon d'une centaine de mètres. Des matériaux locaux, des outils de monsieur et madame tout le monde, en fait. On n'a pas utilisé des outils très compliqués. Le but, c'était vraiment de transmettre qu'est-ce qu'on peut faire chez soi sans avoir beaucoup de compétences et beaucoup de moyens. Voilà, grosso modo. Donc,
À la fin, vous pourrez voir sur notre site dans pas longtemps, ça donne un banc qui a été fabriqué par exemple avec des pneumatiques, ce qui donne pour utiliser sa capacité à amortir les chocs, donc ça donne un certain confort. On a récupéré du bois, par exemple d'anciens lits d'une grande marque de meubles qui sont grosso modo des standards. Prendre vraiment les matériaux comme si c'était des matières premières naturelles, omniprésentes dans notre environnement, et utiliser leur forme au maximum de leur potentiel. C'est-à-dire, on réduit aussi le nombre d'interventions sur la matière pour répondre à la fonction souhaitée de l'objet. Voilà. Ça marche. Donc, ça joue en fait sur plusieurs plans. Et du coup, là, tu as parlé de sensibilisation. Et du coup, quelle est la démarche de sensibilisation que vous avez? Est-ce que, du coup, le but de la machinerie, justement, c'est aussi, on en parlera aussi, Damien, je pense, par rapport à Nemeton, mais est-ce que ces projets-là sont quand même créés avec une grande dimension de sensibilisation, avec une communication, etc., qui va autour, ou peut-être pas? Voilà. Quelle est cette dimension, en fait, sensible? Déjà, de base, la régie de quartier a un pôle développement durable et un pôle éco-médiation. Donc, ça fait partie vraiment des missions de cette association. Et aujourd'hui, la machinerie arrive comme un outil qui va nous permettre aussi de développer tout ça avec les habitants, et une grosse portée participative aussi. Donc, on est friand de recevoir des personnes qui ont des compétences à transmettre, qui peuvent faire évoluer les réflexions là-dessus. Ok, ça marche. N'hésitez surtout pas à aller à la machinerie. C'est vraiment top. Et du coup, sur cette question de sensibilisation, toi, Damien, quand tu as créé Nemeton, parce que tu fais de la médiation, est-ce que c'était aussi, est-ce que c'était simplement dans le but de tester des choses, mais est-ce que cette dimension de sensibilisation, elle t'est directement venue à l'esprit? Dans quelle mesure, etc. Et quelle actions de sensibilisation, finalement, tu as à Nemeton par rapport à l'environnement, biomatériaux, justement, etc. Du coup, le Biolab, on a estimé au moment de la création que c'était un excellent moyen de faire de la sensibilisation et tout auprès d'un public plus adulte, plus étudiant. L'idée, c'était de peut-être parler un peu moins et de faire un peu plus concrètement, et du coup de sensibiliser et de faire découvrir par vraiment le fait de faire concrètement, de mettre les mains à la pâte, parce que ça rend en fait beaucoup de choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus simples à comprendre et à intégrer dans son imaginaire cette notion de cycle du carbone, de déchets finaux. Au final, au bout d'un an, notamment quand on travaille sur ce genre de matériaux, on en vient limite à se demander pourquoi dès le départ, on n'a pas fait des emballages jetables, biodégradables, plutôt que des emballages jetables qui étaient ultra stables et du coup qui disparaîtront pas. Après, on n'est pas forcément dans l'application concrète, dans le sens que tout ça, ça reste de l'inspiration. Je ne peux pas dire que demain, dans les supermarchés, on va effectivement trouver des paquets de chips en cellulose bactérienne ou que dès demain, on va trouver sur le marché des drones en mycélium. Mais en tout cas, on travaille sur ça pour que ça inspire des nouvelles générations, potentiellement d'ingénieurs, du coup, parce qu'on travaille beaucoup avec des étudiants. Ils font ça un peu pour le loisir, mais ça va forcément dépasser sur leur vie professionnelle future, sur leurs études et influencer la façon dont ils vont faire tel ou tel projet. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que c'est directement en fait dans l'éducation qu'on peut avoir l'action la plus importante en fait. Et du coup, je te trouve ça très très bien. Et j'ai une question qui m'est venue à l'esprit aussi tout à l'heure que je te profite pour poser maintenant, mais parce qu'on est quand même qu'est-ce que tu fabriques, c'est quand même aussi axé autour des pratiques du numérique et des Fab Labs. Et je me demandais si tu avais déjà essayé de passer par exemple à la découpeuse laser, typiquement, un matériau fabriqué via la plateforme, un biomatériau que tu as fabriqué, et si tu l'as fait, est-ce que ça s'est bien passé? Et si tu ne l'as pas fait, est-ce que tu penses que ça, en soi, avec des bons paramètres, ça peut être efficace? Alors clairement, je pense que les deux vont ensemble, au-delà du matériau.
La fabrication numérique simplifie beaucoup la fabrication. Donc, tout ce qui est cellulose bactérienne, je l'ai déjà fait il y a quelques années à la découpeuse et à la graveuse laser. Ça marchait. En fait, la cellulose bactérienne ressortait beaucoup plus blanche à l'endroit où elle avait été gravée. C'est difficile de comprendre, par contre, qu'est-ce qui se passe au point de vue de la structure, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la cellulose bactérienne devienne plus blanche quand on la grave au laser. On pensait à la noircir, mais elle a blanchi. Donc, il y a beaucoup de choses à tester de ce côté-là. Il y a de plus en plus de gens, notamment du côté de Materium, qui modifient des imprimantes 3D pour les transformer en fait en imprimantes plus à piston. On ne va pas spécialement chauffer du plastique pour le faire fondre, mais on va utiliser un piston pour faire ça un nœud en poterie quand on fait des petits boudins de terre et qu'on les assemble pour faire une poterie. Bref, des gros boudins de biomatériaux et obtenir du coup une forme soit à faire sécher, soit à faire cuire et du coup obtenir une impression 3D comme ça biodégradable et qui n'a pas utilisé de forte température ou de plastique avec des fois des mélanges de coquilles d'œufs et d'autres choses. D'accord. Il y a plein de tests à faire. Ok, donc en tout cas, c'est pas incompatible. Ouais. Les biomatériaux et machines numériques ne sont pas complètement incompatibles. Et ça, c'est intéressant aussi. Même biomatériaux et électroniques, il y en a qui font des tests pour faire des circuits électroniques directement sur des biomatériaux et donc des circuits électroniques qui seraient biodégradables. D'accord, ce qui pourrait être intéressant dans l'industrie de l'électronique actuellement, quoi. Je cherche notamment sur les blobs. Je me suis pas mal intéressé à ce domaine-là. Je ne sais plus le nom de ce chercheur qui fait de l'unconventional computing, qui essaie de recréer des ordinateurs avec des logiques, mais qui sont les mêmes logiques que ce qu'on a pour logique combinatoire, sauf que c'est avec les capacités de déplacement des blobs. Un tas de recherche là-dessus. Il faut trouver des applications pertinentes avec ces genres de technologies, mais il y a beaucoup de recherches en ce moment sur ces domaines-là. Ok, ça marche. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler, ce qui est relativement intéressant quand même, et ce qui est assez rigolo en plus à regarder. Ça marche. Ok. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais si vous voulez, je m'adresse aux participants cette fois-ci. Si vous voulez poser des questions sur le chat, surtout n'hésitez pas. Elles sont prises en compte par Pierre, notre modérateur, qui les posera à la fin. Donc, n'hésitez pas sur les questions. Plus on en a, mieux c'est. Et moi, j'ai une dernière question qui me revient suite à une discussion qu'on avait eue qui avait été très intéressante. Est-ce que tu as des exemples historiques justement de communautés qui se sont basées sur le réemploi suite à des impossibilités d'approvisionnement de matériaux? Est-ce que tu as un exemple là-dessus que tu pourrais nous conter? Des exemples, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans l'histoire. Alors, il y a 2 cas qui me viennent en tête. On peut parler en France de la production de bateaux qui se faisait plus dans les milieux boisés. Et l'acheminement de matières premières des milieux boisés jusqu'aux villes côtières, par exemple. Donc, ces bateaux empruntaient les fleuves, mais par souci d'économie, ça coûtait beaucoup trop cher de faire remonter les bateaux jusqu'à la source, par exemple, des forêts. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à Nantes, on trouve pas mal de bâtiments qui ont été construits, leurs charpentes sont construites à partir de ces péniches qui sont démontées sur place. On récupérait toutes les matières premières qui étaient dans le bateau et on démontait aussi les bateaux pour construire les bâtiments avec. Ça, c'est un exemple en France. Après, il y a un exemple très connu, c'est celui de Cuba, du coup, qui a subi l'embargo commercial. Du coup, plus aucune matière qui rentrait sur le pays, mais les personnes ont toujours besoin de répondre à leurs besoins matériels et du coup, qui agissent, qui créent à partir de des matières en présence. Là, on voit par exemple en ce moment un véritable réseau Internet, des antennes fabriquées à partir de matériaux de récupération. Il faut voir ce qui se passe à Cuba, c'est infini, c'est une créativité dingue. Voilà. C'est un puits de créativité. N'hésite pas sur les exemples. Ouais, je n'ai pas mis en stock. Mais... Ça marche. Et Damien, est-ce que les biomatériaux, type matérium à base de mycélium, etc., est-ce que c'est quelque chose de très récent finalement, ou est-ce que dans l'histoire, on s'en est déjà servi, peut-être il y a très longtemps, ou est-ce que c'est vraiment tout nouveau, ou est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur avant?
Il y a certains biomatériaux qui sont revenus, c'est difficile à dire. En fait, il n'y avait pas cette logique-là vraiment de parler de biomatériaux. Mais utiliser des peaux de poisson pour faire du cuir avec, ou de l'amadouvier, qui est un gros champignon avec lequel, en France, pendant longtemps, on a fait de l'amadou. En fait, c'est très inflammable, mais ça, comment est-ce qu'on dit? Ça brûle pendant très longtemps. Du coup, en fait, on s'en servait pour stocker le feu, entre guillemets. Mais dans certains pays d'Europe de l'Est, on s'en sert pour faire une espèce de simili-daim avec lequel ils font des chapeaux, des vestes et tout, qui sont faits du coup en champignons traités comme du cuir. Cette logique d'utiliser des ressources très locales, en fait, elle est diffuse et elle est très récurrente dans l'histoire humaine, même si elle n'est pas conceptualisée comme on va faire des matériaux cycle de carbone et tout, mais plus dans une logique de on va faire des matériaux avec des ressources à proximité ultra immédiate et pas du pétrole obtenu à l'autre bout du monde. Alors, je caricature et je saute beaucoup d'étapes en disant ça, mais en fait, pendant longtemps, les matériaux, c'est très local. Même le bois, en fait, on utilise surtout du bois qui est disponible à proximité immédiate, quitte effectivement à démonter des bateaux parce que c'est plus simple. Et peut-être qu'on va revenir un peu à cette logique-là de relocaliser les matériaux, en fait. Et vu qu'on n'a pas des masses de pétrole dans la Creuse, on va utiliser d'autres ressources organiques pour faire les polymères dont on a besoin, les isolants dont on a besoin, potentiellement même les vêtements dont on a besoin. Le coton, ça ne pousse pas très bien en France, donc peut-être qu'on va utiliser d'autres fibres végétales. Comme le chanvre, par exemple. Le chanvre. Ouais. Et c'est vrai que je trouve qu'on remarque quand même que ce soit sur la question de biomatériaux, mais avant, en fait, il y en avait déjà. C'est juste que c'était une question de pas le choix. On faisait avec ce qu'on avait sous la main à ce moment-là, comme pendant l'embargo avec le réemploi. Et en fait, il y a vraiment cette dimension de maintenant, on est en train de commencer à refaire des choses qu'on faisait déjà avant et qui semblaient normales parce que on n'avait pas le choix. Et que maintenant, en fait, on le pense plus et on se dit plus, en fait, et si on retournait à quelque chose de plus simple, quoi. Et du coup, ce que je trouve, le lien qui est intéressant à faire, je trouve, c'est entre les deux. Même si vos sujets sont différents, en fait, on peut faire ce lien-là, quoi. Exactement, c'est une démarche aussi de circularité des moyens dans les deux sens. Et aujourd'hui, voilà, ça s'inspirait de tout ce qui s'est passé à l'échelle locale et DIY, on va dire, et comment l'appliquer à une échelle globale, comment transformer un peu tout le cycle industriel, tout l'usage des matières. Donc, il y a des exemples qui existent aussi, mais on est en passe de pouvoir mettre ça en place. Et ça ne signifie pas forcément un retour en arrière, en fait. On va aller chercher dans le passé des recettes déjà éprouvées qu'on va mélanger avec des technologies plus modernes pour avoir quand même des choses qui répondent à nos besoins, comme par exemple de l'électronique biodégradable ou même des emballages jetables. Par le passé, la question ne se posait pas. Oui, c'est clair. Avant, on faisait avec ce qu'on avait et c'est tout. Et maintenant, on doit continuer à faire on veut continuer à faire comme on fait, mais de manière un peu plus respectueuse de l'environnement, quoi. Plus durable. Par plusieurs axes et c'est assez intéressant. Je vois que l'heure tourne. Donc, si vous avez, vous, mutuellement, des questions entre vous, parce que moi, j'ai posé beaucoup de questions déjà, donc si vous avez mutuellement des questions entre vous, que nous avons des questions de la part soit de Pierre ou de Barthélemy, la régie et le modérateur, ou questions via le chat. Je vais laisser la parole à Pierre pour les poser. S'il y en a. Est-ce que nous avons des questions, Pierre? Alors là, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. En revanche, Iriles a rebondi tout à l'heure sur ce dont tu parlais, Alban, à propos des ordinateurs Blob.
Oui. en disant que voilà, il lui semblait que c'était, enfin même il ne semble pas, c'est le professeur Andrew Adamatsky à Exactement. l'université de Bristol. C'est bien ça. Et il a également travaillé sur un projet de circuit électronique basé sur le mycélium de champignons. Exactement. Et voilà, et il nous a trouvé un petit lien qu'il a partagé dans le chat. Donc, merci beaucoup, Iriles. Merci, Riles. Mais sinon, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Voilà, une fois de plus, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et je les transmettrai à Sarah, et à Alban et Damien. Moi, si je peux partager un petit lien d'inspiration des personnes qui m'ont transmise les portes qu'ils avaient déjà essayé d'ouvrir avec l'association Open Source à Saint-Étienne. Ils ont un site qui s'appelle ecosystem.fr. Je vous invite déjà à aller voir. Il y a tout un volet théorique et pas mal de projets qui étaient aussi faits pour éveiller des imaginaires. Voilà. Donc, on pourra mettre le lien dans la discussion. C'est fait. Oui, si vous avez des liens à partager, même Damien, si tu as... Je ne sais pas si on a mis le lien de Les la fameux plateforme. drones en mycélium. Pourquoi pas. Ouais, on peut apercevoir quelques images pour se rendre compte de ce à quoi ça ressemble et on se rend compte que cette même équipe va chercher peu à peu même à remplacer d'autres parties du drone par des parties qui seraient en biomatériaux. Là, le prochain objectif, c'est un peu les hélices. Et effectivement, ils font des tests de PCB sur cellulose bactérienne et choses dans le genre. Et depuis tout à l'heure, j'y pense, mais je pense que de plus en plus, il va y avoir une espèce d'intrication entre artificiel et organique. On fait des ordinateurs à base de blobs, on commence à faire des tests où on se sert de l'ADN comme de support de stockage d'informations. En vrai, c'est vachement efficace, c'est ultra stable et c'est ultra compact. Imagine, on pourrait stocker dans à peine un dixième de millilitre l'intégralité de Wikipédia encodée sur de l'ADN, en fait. On se sert, tu vois, en fait, au lieu de se servir de 0 et de 1 comme sur un ordinateur, eh ben, en fait, on utilise les lettres ATCG, les bases de l'ADN, pour encoder du fichier numérique avec. C'est de l'ADN non fonctionnel, il ne pourrait pas faire tourner un organisme vivant. Mais en tant que molécule, la molécule est ultra compacte, ultra stable dans le long terme. Donc, on pourrait s'en servir pour faire du gros stockage de données sans électricité, de manière ultra compacte, de manière ultra stable. Voilà, il y a tout plein de tests comme ça où peu à peu, tu te dis que vivant et électronique pourraient s'intriquer pour donner une espèce d'électronique vivante et biodégradable. Ça fait très futuriste, mais c'est des pistes d'inspiration. C'est des pistes d'inspiration pour l'instant ou c'est des choses qui sont quand même, on sait que ça marche, enfin, où on est l'avancée des recherches là-dedans C'est pas des travaux sur lesquels il y a encore d'applications concrètes. C'est pas dans 6 mois que Google va commencer à remplacer ses serveurs par du stockage sur ADN. Mais à terme, au fur et à mesure que, notamment d'un point de vue technologique, la vitesse à laquelle on est capable d'écrire et surtout de séquencer de l'ADN, c'est un peu comme la loi de Moore. Ça s'améliore de plus en plus au fur et à mesure du temps et plus le temps passe, plus ça s'améliore vite. Passé à un certain niveau, on pourra commencer à avoir des applications concrètes. Mais là, tout de suite, au jour d'aujourd'hui, en 2021, on n'y est pas encore tout à fait. Ouais, c'est plutôt des tests et ça reste assez théorique, mais c'est censé... C'est des tests qui fonctionnent pour l'instant, mais pour l'instant, il faut bien 2 à 3 heures pour décompresser un fichier MP3 sur lequel il y a une musique. Effectivement, ça... C'est ça. Ok, ça marche, d'accord. C'est intéressant en tout cas. Alors, on a quelques petites questions. Iriles qui en pose une. Alors, je pense que ça va plutôt s'adresser à Damien. Est-ce que tu as déjà réalisé des pièces en cellulose bactérienne? Alors, j'avais essayé de faire pousser un portefeuille en cellulose bactérienne directement à la forme finale. En fait, la cellulose bactérienne pousse dans un liquide
elle va pousser la surface du liquide. Donc, du coup, l'idée que j'avais eue, c'était de découper à la découpeuse laser une silhouette en liège qui allait occuper tout l'aquarium, mais laisser au milieu un vide qui a la forme que je voulais. Et l'idée, c'était que en modifiant la forme de la surface, j'allais avoir juste la cellulose bactérienne qui m'intéresse, qui allait pousser. Sauf que bon, vu que la vie trouve toujours son chemin, elle s'est mise à joyeusement déborder sur le liège de manière complètement anarchique. Mais il faudrait que je refasse le test, mais ce coup-ci avec un truc plus épais pour éviter ce débordement sauvage de cellulose bactérienne. Ok. Et il y a, au risque de revenir un petit peu sur un sujet, mais Gabriel qui se demandait si vous pouviez connaître d'autres alternatives pour faire de la microélectronique sans faire importer des matériaux depuis l'autre bout du monde. Alors, très bonne question. Moi, c'est quelque chose que j'essaie d'explorer aussi, le réemploi en fait, des composants électroniques. On se rend compte que c'est une pratique qui est faite de manière complètement informelle dans les pays émergents, où on envoie grosso modo toutes nos poubelles électroniques. Il y a des micro-filières, des fois mafieuses, qui sont en place là-bas, qui démontent des composants donc dans des conditions sanitaires désastreuses, en rejetant tout ce qui ne les intéresse pas, voilà, qui ne sont pas traités, ce n'est pas recyclé de manière correcte. Mais on pourrait s'inspirer de cette pratique et se dire qu'à échelle locale, on pourrait aussi mettre en partage le passionné d'électronique, l'association Le Repair Café du coin, chacun tous ses stocks et essayer de les mettre en réseau et peut-être déjà avoir une fraction de ces composants électroniques toujours fonctionnels qui puissent être remis en circulation, réutilisés dans des petits objets. Donc, ça pose des problèmes de sécurité. Sur certains composants, on n'aura pas les mêmes garanties de fonctionnalité du composant. Mais en fait, pour certaines applications, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une sécurité, enfin, les mêmes degrés de sécurité. Je suis persuadé qu'on va devoir y arriver face à la raréfaction des ressources aujourd'hui, tout le processus de fabrication qui est en place. Voilà. Je pense qu'il y a des nouvelles alternatives à trouver là-dessus. Quand on n'aura plus le choix. Et est-ce que nous avons d'autres petites questions qui arrivent? Pas pour l'instant. Pas de questions? Bah, écoutez, on peut soit continuer la discussion entre nous, étant donné que personne ne pose de questions. En fait, si. Pas qui me vient. Alors, Marie, qui nous demande si, à la CASMAT, quelles sont concrètement les démarches ou les actions mises en place. Je pense que ça s'adresse à toi, Sarah. Je pense, oui. Je crois bien. Eh bien, alors, à la CASMAT, bon, étant donné que le Fab Lab a brûlé il y a quelques années et que le nouveau Fab Lab de l'étage vient de rouvrir, je pense que la priorité à la base n'était pas forcément de mettre en place des actions concrètes sur le recyclage. Mais la CASMAT a engagé une stagiaire en début d'année, il y a 6 mois, pour essayer de s'occuper un peu de ça. C'est moi. Et en fait, du coup, c'est très long dans un tel milieu de mettre en place des démarches concrètes et viables, en fait, parce que on est dans un Fab Lab, il y a beaucoup de matériaux différents. Donc, ça va aller du bois qui est souvent pollué, en plus, avec des cols divers et variés. Donc, des plastiques. Là, ça pose une colle quand même un petit peu les plastiques, surtout que, en fait, bref, il y a les plastiques, il y a du vinyle, thermocollant, bref, il y a plein de matériaux. Et en fait, l'idée, c'est qu'on n'en a pas beaucoup de chaque. Donc, du coup, cette diversité de matériaux et le manque de volume fait qu'on ne peut pas aller dans des filières qui sont type éolien, en fait, qui vont agir à grande échelle, qui vont récupérer des grandes quantités de matériaux. Là, le coût de transport serait énorme. La matière ne serait pas forcément assez bien triée, parce qu'il y a quelque chose à prendre en compte aussi. C'est qu'on est dans un milieu où les utilisateurs sont autonomes et les médiateurs du Fab Lab ne sont pas là pour surveiller tout le monde et pour vérifier que tout est bien fait. Donc, il y a aussi une question de confiance, mais parfois les gens ne savent pas. Enfin, ce n'est pas évident de bien trier, mine de rien.
Et du coup, voilà, donc les actions concrètes pour l'instant de la casemate, c'est déjà l'installation il y a un chutier en fait de la casemate donc, qui marche sur un système de partage dans le sens où quelqu'un qui vient fabriquer quelque chose ici, s'il lui reste une chute de matériaux qui est réexploitable, au lieu de la mettre à la poubelle ou même voire de la récupérer pour au cas où alors que ça ne servira pas forcément, va pouvoir le laisser dans le chutier et cette chute sera gratuite pour les personnes suivantes. Et cette personne-là, bien sûr, va pouvoir aussi se servir dans le chutier quand elle en aura besoin, quand elle n'aura pas forcément d'acheter un nouveau matériau. Donc déjà, par exemple, il y a ça. Ensuite, il y a des poubelles de tri qui sont installées. Et c'est déjà pas mal. Et on a aussi 2 cycles qui sont mis en place actuellement. Donc un autour du plastique utilisé pour l'impression 3D. En fait, en collaboration avec le Fab Lab Fab & Stick qui est situé sur le campus, que peut-être certains connaissent, on va aller broyer, chauffer, enfin sécher et réextruder du plastique. Donc réextruder, ça veut dire quoi? Pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais en gros, on va refabriquer du filament d'impression 3D qui va être réutilisable en machine pour une seconde vie. Et l'intérêt de sécher le plastique avant, je vous explique un peu, c'est que ça va permettre de ne pas trop perdre de propriété sur la matière. Ça va permettre de faire en sorte qu'il soit à peu près réutilisable et correct. Et là, je m'étends beaucoup, mais du coup, voilà, globalement, on peut faire ça avec 2 plastiques différents. Et la dernière action, c'est qu'on a ce qu'on dit du vinyle thermocollant et du vinyle autocollant. Donc, c'est ce qui va nous permettre en fait, de faire des stickers sur tout type de support ou du vinyle thermocollant qui va permettre, qui va pouvoir, c'est ce qui permet de floquer en fait des t-shirts, d'inscrire des trucs sur les t-shirts en chauffant en fait avec une presse. Bref. Et en fait, ça c'est de la matière qui n'est pas forcément réutilisable chez nous, mais par contre, elle peut être, c'est une super matière première pour typiquement des créateurs quoi. Des gens qui font des choses, des dessins sur des t-shirts. En fait, il suffit d'un fer à repasser pour le réutiliser. Et du coup, voilà, donc du coup, on a un partenariat avec un groupement d'artistes qui va en fait récupérer régulièrement les chutes de vinyle de la casemate pour les réinsérer dans des créations. Et c'est les actions concrètes qu'on a, dont j'ai parlé beaucoup, mais c'est les actions qu'on a à la casemate actuellement, les actions concrètes. Voilà. Marie te répond super, merci pour la réponse. Merci Marie. Et je ne sais pas si on a d'autres questions ou si vous voulez aborder un dernier point. Juste en pensant à l'électronique dont on parlait à l'instant, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir aussi dans l'électronique modulaire, en fait. Peut-être prendre directement à la source et prévoir dès la conception d'un objet que l'électronique pourra être facilement démontée et réutilisée pour un autre objet si besoin, quitte à ultra standardiser les microcontrôleurs, des machines à laver, des machines à café, partout où il y a des microcontrôleurs, utiliser au maximum un standard de microcontrôleur qui peut être dévissé facilement et qui, à la fin de vie du produit, quand il sera démonté, traité et tout, et clac, clac, tu démontes le microcontrôleur et il pourra être réutilisé facilement pour d'autres trucs. Là, je vois, on a 2 incubateurs en panne au Biolab qu'on a récupéré gratuitement parce qu'ils étaient totalement en panne et du coup auquel on va donner une seconde vie en changeant le vieux, il est tellement gros qu'on ne peut pas parler de microcontrôleur, on va dire le vieux contrôleur par un microcontrôleur qui va nous coûter $4. Et pour $4 d'électronique, on économise 2000 € d'incubateur neuf. Ça fait très logique cubaine, du coup, dans le réemploi. C'est sûr que c'est le problème, c'est que ces systèmes n'ont pas du tout été pensés pour la fin de vie, pour être mis en valeur. Non, ça c'est sûr. Le cycle de vie, en fait, les produits sont rarement conçus actuellement pour prendre en compte la fin de vie du produit en question. Ça arrive, c'est noté souvent, mais très peu fait en général. Mais c'est quelque chose à changer. Si je peux ajouter quelque chose, au lab, ici à la casemate, une idée avait été avancée aussi de
développé un espèce de moteur de recherche inverse qui permettait, en donnant des pièces électroniques qu'on avait, qu'on entrait dans un moteur de recherche et après obtenir une recette de choses faisables avec. Voilà, avis à qui veut développer ça. Je veux reprendre le projet qui n'a pas pu être… Très pour l'idée, là on commence à dériver, mais Lego a sorti une application sur téléphone portable qui permet de prendre une photo de tout plein de briques de Lego en vrac et pouf, ça te sort un modèle que tu peux faire avec. On va faire la même chose avec de l'électronique. Hop, plein de composants en vrac, tu prends en photo et ça te dit qu'est-ce que tu peux faire avec. Oui, voilà, ça appel à développeurs motivés. Appel à projet. Et Marie Ranchéry, est-ce que vous pensez que tous ces projets sont réalisables à grande échelle pour de grandes entreprises? Qu'est-ce que vous en pensez? Une bonne question ouverte. Ouais, je sais pas. C'est tous des projets qui concernent la petite échelle au final. Du coup, on serait plus idéalement dans une logique de généralisation de petite échelle. Moi, je dirais en fait échelle d'une ville. On reste dans du local, ville ou département, on reste quand même un peu dans du local, pas non plus que ce soit que des micro-projets à droite à gauche, qu'il y ait une espèce de réunion entre tous ces petits projets. Mais je pense que c'est des choses qui, effectivement, comme tu disais, ne peuvent pas marcher à trop grande échelle en fait. Et puis, ça perd du sens aussi, puisqu'on perd le côté local. Et voilà. Et je suis vraiment désolée de tout couper comme ça, parce que je pense qu'on pourrait continuer à parler longtemps. Mais du coup, on arrive au terme de cet événement. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier, Damien et Alban, pour avoir été présents et pour vos réponses très intéressantes. Je veux aussi remercier notre modérateur Pierre et notre régisseur Bart. Et voilà, et merci aussi aux participants, en espérant que cette table ronde vous a plu, que ça partait un peu dans tous les sens, mais c'est l'objectif aussi. Et je vous invite du coup, si ça vous intéresse, et si vous avez aimé cette session, à participer à notre prochaine table ronde, qui aura lieu le 25 septembre et aura pour thématique le fraisage numérique. Donc voilà, ça risque d'être très intéressant, je vous invite à vous inscrire dès que le lien sera disponible. Et voilà, et pareil, si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux de la Casemate, Facebook ou Twitter, pour lui donner de la visibilité et que d'autres gens en bénéficient. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle après-midi.